à tous, Paulina pour Hors Média. Alors la suite de nos aventures de Hors Média délocalisé à Dijon. Je suis ravie de découvrir la ville déjà, mais ravie tout d'abord de rencontrer Aymeric Gillet, alias Embrick. C'est la principale raison qui nous a délocalisés ici, c'est que j'adore son travail, que je connais depuis 1 an ou 2, et ça fait un petit peu écho à ce que je fais, mais d'une manière très différente. Et ce que j'adore, c'est la manière que tu as de construire des tableaux donc, en 2 dimensions, mais en utilisant les bas-reliefs d'une manière extrêmement poignante. Hein. C'est vraiment super bien fait. Donc pour présenter Aymeric, c'est un ancien hockeyeur, reconverti donc en artiste Lego notoire. Dans tous les cas, je pense que tu as l'art de la persévérance, que ce soit dans l'atelier ou sur le terrain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que tu es passé du terrain à l'atelier. Eh bien, écoute, j'ai eu une longue carrière de sportif de haut niveau. J'ai eu la chance de commencer très jeune, j'avais 16 ans, et j'ai fini, j'avais 36 ans. Donc, en gros, j'ai joué 20 ans, ce qui est assez long. Et en sortant de cette carrière de sportif de haut niveau, j'ai eu un premier enfant et en même temps, j'étais en reconversion professionnelle. Wow. Okay. Et donc, en fait, j'ai eu un passage, on va dire, entre 6 mois et 1 an de papa au foyer. Le temps qu'on vienne se réinstaller à Dijon, puisque j'ai fini ma carrière à Bordeaux. Et une fois qu'on s'est réinstallé à Dijon, je suis devenu courtier en prêt immobilier. Et là, je me suis vraiment perdu dans le monde du travail, entre guillemets, normal, que beaucoup de personnes exercent. Par rapport à l'ancien métier que j'avais vraiment du mal à trouver les repères parce que je suis arrivé dans la vie professionnelle à 36 ans. Donc beaucoup de retard sur la manière d'être avec les gens, les échanges par mail, les choses comme ça. Tu vois, moi, c'est des choses que je n'avais pas dans mon quotidien. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire du street art dans les rues de Dijon avec des briques en Lego. Et puis un compte Instagram où personne ne savait qui était, le croisement entre les deux, entre la profession et cette partie artistique. Et puis j'ai commencé à faire des tableaux. Et puis en fait, nous voilà aujourd'hui, peut-être 5 ou 6 ans plus tard, à faire cette interview et à te rencontrer. Incroyable. Ah oui, c'est un parcours. En effet, oui, c'est vrai que passer du mode sportif au mode entreprise, c'est pas forcément évident. Surtout quand tu as commencé aussi jeune, je pense 16 ans, tu t'es formé en fait en tant qu'artiste. Tu t'es formé en tant que sportif. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment cette formation de sportif que tu as, j'imagine cette discipline, comment tu l'as mise à profit? Est-ce qu'il y a des qualités, des points communs pour réussir en tant qu'artiste, tout simplement? Alors, je ne dirais pas que la discipline, ce soit ce qui me corresponde le plus. Par contre, ce que je pense que j'ai du sport, c'est la capacité à encaisser et à être patient, tu vois, à être assez résilient, voilà, à être assez résilient sur des choses comme ça. Et de par cette vie professionnelle que j'avais avant, je sais quelle vie professionnelle je ne veux pas. Donc, si tu veux, voilà, c'est ça qui va vraiment me définir. Après, je ne sais pas si dans mon parcours, il y a sûrement des choses dans mon parcours de sportif qui vont influer sur tous les jours, mais je n'ai pas quelque chose de très marquant que je peux te dire, à part vraiment cette résilience et être capable d'encaisser sur du long terme, en fait. Parce que tu étais sportif professionnel, oui. Donc ça demande, je pense, certaines qualités déjà. Et tu as très bien réussi aussi en tant qu'artiste. Donc je me disais, est-ce qu'au-delà de la persévérance, c'est une manière d'interagir, de se montrer au monde, de connecter avec les gens que tu pensais avoir? C'est marrant parce que c'est les parties qui m'intéressent le moins, le fait d'être connu ou reconnu. On en a besoin aujourd'hui, tu sais, du moins plus tu es connu, plus tu as de potentiels clients, plus ton travail est reconnu. Mais moi, personnellement, qu'on dise, tiens, c'est lui qui fait ça, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Comme quand je faisais du hockey, ça me faisait vraiment délirer de faire du hockey, mais qu'on dise, tiens, regarde, c'est lui qui fait du hockey, tu vois, c'est pas la célébrité aujourd'hui, du moins la célébrité, c'est pas le but recherché. Ouais, d'accord. Comme je te l'avais dit en amont, je savais même pas qu'il y avait des hockeyeurs professionnels. Ouais.
en France. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le savent. Ouais. Et puis là, on a la chance de faire l'interview là aujourd'hui, mais en fait, on vient de regarder le match c'est incroyable. Aux Jeux Olympiques juste avant l'interview. Et tu as pu justement voir un peu ce que c'était comme boulot. Du moins, c'est un peu physique, on se rentre un peu dedans. C'est ça, tout à fait. Il y a quand même très peu de chances, très peu de probabilité de venir t'interviewer un midi, que ce soit les JO et en plus le hockey. Ouais, donc exactement. pizza hockey, ça donc marche. tu vois, par exemple, ça bouge quand même beaucoup moins que sur la glace. Là, on est tranquille, on est dans l'atelier, on est posé, on travaille. Il n'y a personne qui essaye de te rentrer dedans ou de patiner autour de toi. Je vais y aller tranquille. Donc toi, finalement, tu t'es reconverti. Finalement, tu as fait une carrière en construisant une autre carrière. C'est un petit peu ce qui te caractérise. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'utiliser, déjà d'être artiste? Pourquoi artiste? En fait, il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu faire un tableau pour ma compagne et j'ai cherché plein de médiums possibles pour pouvoir exprimer parce que le tableau original n'était pas disponible. C'était la Marilyn d'Andy Warhol, un petit peu cher et puis compliqué à acheter. Donc en fait, je me suis dit plutôt qu'acheter un poster ou une œuvre déjà faite, pourquoi juste pas moi créer quelque chose autour de ça? Et en voyant une image pixelisée, d'un coup le Lego est venu. J'ai fait un test et puis après je suis parti là-dessus. J'ai fini ma carrière de sportif professionnel. D'accord. Et justement dans cette vie active, dans cette vie professionnelle que j'avais, où je me retrouvais pas du tout, j'ai vraiment une envie d'expression. Tu vois, quand on se baladait en ville, en famille, j'arrêtais pas de me dire ah tiens, t'as vu, à cet endroit dans la rue, ce serait sympa d'avoir un graffiti comme ça ou un collage comme ça. Et puis moi j'aime plus le collage que le graffiti, donc un collage comme ça. Et puis les Legos sont revenus, tu sais, petit à petit, où je disais tiens, regarde ce que j'ai dessiné, qu'est-ce que tu en penses? Et puis en fait, au fur et à mesure, un jour, soit tu arrêtes d'en parler, soit tu y vas. Et puis en fait, j'ai commencé comme ça. C'était en quelle année ça? Bon, ça doit faire 6 ans. Ouais, d'accord. C'était Covid ou du moins un peu avant. En tout cas, ça correspond très bien vu qu'on est en février 2026. Et en fait, j'ai créé un compte Instagram avec ce nom Embrick, un jeu de mots avec Emric et puis la brique Lego, où personne ne savait qui était derrière. C'est-à-dire que moi, j'avais des collègues, personne ne savait que c'était moi derrière ce compte Instagram et ça commençait à prendre de l'ampleur. Et j'ai travaillé pour des gens qui étaient des amis avec qui j'échangeais sur Instagram à côté d'eux sans qu'ils sachent qu'ils étaient en train de parler avec moi, tu vois. Et puis en fait, dans 2 soirées à 2 journées d'intervalle, je me suis lâché, j'ai dit ouais, c'est moi qui le fais, j'ai eu une commande, la soirée d'après, j'ai eu une autre commande et là je suis rentré à la maison et j'ai dit bon, j'ai tout arrêté et je sens que ça va fonctionner. Ça va prendre, ouais. Mais c'était peut-être très mal amené parce qu'en fait j'ai tout plaqué pour dire je le sens, mais tu vois, j'avais une vie de famille, j'avais des choses comme ça. C'est extrêmement risqué. Vraiment, j'avais la chance d'avoir une compagne qui a la tête sur les épaules et qui pouvait nous permettre d'être dans cette... Elle travaillait, elle, à cette époque-là? Oui, c'est ça, elle est chef d'entreprise, donc en fait elle avait aucun... du moins, ça nous permettait, ça nous permettait de travailler, mais j'y suis allé vraiment à l'émotionnel et sans presque en parler avant, tu vois. Donc je pense qu'elle a été aussi très surprise. Vraiment au feeling. Ouais, vraiment. Donc la brique, toi, finalement, c'était un moyen de concrétiser facilement un pixel? Oui, c'est ça. Moi, je l'utilise comme de la peinture, tu vois. Tu n'étais pas du tout à folle précédemment? Non, pas du tout. J'y ai joué gamin, tu vois. Si je retourne chez ma mère, j'ai une caisse de Lego qui doit traîner là-bas. Mais non, pas du tout. C'est pas... Et même encore aujourd'hui... s'il y a des Lego autour de moi, c'est parce que mes enfants ont eu un cadeau, quelque chose Lego. Moi, je ne construis pas de châteaux, de vaisseaux, d'autres sets Lego, quoi. D'accord. Donc tu utilises le Lego comme un pigment, mais en même temps, tu ne l'utilises pas, ce n'est pas exactement un pixel dans le sens intenant, parce que tu utilises toute une variété de pièces D'où vient l'idée, par exemple, de choisir toutes ces pièces particulières? Alors, je l'utilise pour la couleur qu'il donne et pour le volume et la forme qu'il a. C'est-à-dire que sur les tableaux, ce que je souhaite, c'est que de loin, on ait l'impression que ce soit une photo. Donc, c'est pour ça que les tableaux sont assez grands, pour qu'il y ait le plus de détails possible. Tu vois, sur des animaux que tu
l'ondulation du poil que sur des humains ou l'ondulation des habits, des choses comme ça. Et après, sur tout ce qui est un peu plus les voitures, les choses comme ça, que tu puisses avoir les ombres. Donc ça, il faut une certaine taille, un certain recul. Et après, justement, dans toute cette expression de la couleur, j'essaye de mettre le maximum de volume et que ce soit homogène pour que de près, ce soit le pire bazar qui est. Quand tu t'en approches, tu ne comprennes pas, tu vois rien du tout. Ouais. Et que dès que tu t'en éloignes, t'es toute l'image qui te saute au visage. Et après, que tu aies envie de te rapprocher pour dire, mais tiens, quand je regarde de loin, cette pièce, elle a disparu. Là, il y avait un bateau, je ne comprends pas. Tu vois, vraiment, qu'il y ait le maximum de pièces et que ce soit homogène un peu partout, et du haut, du bas, et que les gens, en fait, passent autant de temps proche du tableau que loin. Tu vois, quand on fait des expositions, à côté des tableaux, il y a toujours un petit cartel qui explique la taille du tableau, le nom, l'année, et en dessous, on a un petit jeu dans lequel les gens doivent retrouver des pièces dans le tableau. Donc en fait, les gens, quand ils viennent devant un tableau, ils le regardent, c'est sympa, c'est pas sympa, mais en fait, ils y passent quand même 5 minutes à chercher des pièces à l'intérieur. Quand tu cherches Charlie et les copains de Charlie, surtout. Tu sais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, que ce soit ludique et que les gens passent du temps devant. On a interviewé Véronique Barillot, que tu connais aussi, et elle travaille de la même manière en fait sur le phénomène de transformation. Et ce qui est intéressant, et je pense que c'est pour ça que ça plaît aussi ce type de travail, c'est que le spectateur, il est acteur. Finalement, c'est son mouvement où il se rapproche, où il s'éloigne, qui lui permet en fait de découvrir, de passer de l'abstraction. Quand tu es prêt, tu es sur quelque chose de très, très abstrait justement, et quand tu t'éloignes, tu as l'image qui se dévoile. Et moi, justement, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton travail, c'est quand on est proche, parce qu'en effet, quand on est proche, on voit le fouillis. C'est bien organisé quand même. Voilà, on voit le bordel. Un bazar bien organisé. Voilà, un petit bazar bien organisé, c'est tout à fait ça. Et c'est assez jubilatoire parce que tes bas-reliefs sont quand même très prononcés. On peut avoir l'impression quasiment d'une skyline, c'est-à-dire de voir une ville nord-américaine, de préférence, d'en haut finalement, avec des dénivellations, des jeux comme ça sur les hauteurs. Toi, tu es sensible donc à cette vision de près quand on regarde aussi à avoir quelque chose d'équilibré, de très sensible comme ça. Je cherche à ce que ce soit homogène sur tout le tableau, c'est-à-dire que tu aies du haut, du bas partout et que tu n'aies pas un endroit du tableau qui soit plus plat et que ça se ressente même de loin. Et puis comme tu connais un peu les pièces Lego, tu as des couleurs où il n'y a pas toute cette hauteur. Non. Donc tu vois, on essaye justement de travailler la superposition de plusieurs pièces et d'amener ces couleurs où il n'y a pas la hauteur sur d'autres couleurs qui ont la hauteur. Tu parlais de la skyline, on a plein de trucs intéressants parce que l'atelier, c'est des grandes baies vitrées et en fait, on a sur beaucoup de vidéos qu'on fait, le soleil qui vient raser le tableau et quand tu fais les vidéos, tu as toutes les ombres des Lego qui bougent comme ça et vraiment, à ce moment-là, on dirait vraiment l'ombre de New York. Ouais, c'est excellent. Ça, c'est assez marrant. Et tu parlais justement de Véronique Barillot, le point en commun. Et, alors, je ne sais pas si on cherche ça, mais moi, c'est ce que j'aime dans les expos. C'est quand tu fais une expo, tu sais, les gens, ils font un tour comme ça, ils se baladent, c'est assez linéaire. Oui. Et comme avec Véronique, dans les expos qu'on fait, en fait, les gens, ils font ça. Et quand ils sont devant un de nos tableaux, ils font un aller-retour comme ça, ils repartent. Et en fait, si tu veux, ça fluidifie moins et les gens prennent plus de temps avec les œuvres et en fait tu le vois au nombre d'allers-retours qu'ils font en fait. Ouais, tout à fait, d'avant en arrière et tu as des moments de blocage, de cristallisation et où ils regardent, ils prennent la photo parce que évidemment. Exactement, parce qu'avec la photo éloigne. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait avec l'appareil photo, le sujet il nous saute au visage directement. Exactement, l'appareil photo crée la distance qui est nécessaire à calculer, avoir le sujet principal. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Et est-ce que tu utilises aussi ces pièces pour faire des clins d'œil en particulier par rapport à l'interlocuteur que tu vas avoir vraiment au niveau des petites pièces que tu utilises, pochettes surprises? Alors en fait, tout dépend du projet, si c'est une création personnelle. Déjà, quoi qu'il arrive, sur tous les tableaux, j'ai une signature, j'ai un petit trou dans le tableau avec un petit personnage qui tient une brique qui est signée et dans l'autre main, il tient toujours quelque chose qui est en rapport avec le tableau ou un clin d'œil par rapport au tableau. Et après, parfois, quand je prends des commandes, je parle beaucoup avec les gens, je me prends pas mal de notes et si j'arrive à intégrer des petites scènes à l'intérieur ou des petites choses comme ça
je sens que ça pourrait leur faire plaisir ou c'est quelque chose qui est important dans leur vie, j'essaye de le faire. D'accord. Je ne dis pas que je le fais à chaque fois parce que, étant pas justement affole, il y a toute une connexion des Lego que moi j'ai pas, toute une construction, toute une lecture que j'ai pas. Par contre, moi au niveau artistique, j'essaye de les intégrer à l'intérieur. On t'a jamais demandé de mécaniser, par exemple, des pièces ou Si, mais j'ai toujours refusé parce que je sais pas faire. On a été contacté pour faire des sculptures, c'est pareil, je sais pas faire. En fait, je vais pas m'aventurer dans toutes les autres parties Lego parce que je sais pas faire. Par contre, celle-là, on va essayer de la pousser au maximum pour qu'on arrive à avoir le sujet le plus net possible, en fait. C'est ce que tu fais, je pense que tu y parviens très bien. Merci. Ouais, parce qu'il y a à la fois cette impression de vibration, vraiment, hein. Ça vibre avec les pièces, tout en ayant une cohérence par rapport à ce que tu recherches, c'est-à-dire des textures qui peuvent être pour des animaux, des poils, des plumes. C'est quelque chose, à la fois on ressent une vibration artistique et à la fois on ressent la texture qui est celle du sujet principal. Donc, bravo pour ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au niveau des commandes, j'imagine que ça doit fluer pas mal avec ton travail. Hein. Oui, on en a. Alors, il faut être patient parce qu'on va dire que là, on est à peu près à 1 année d'attente pour la prochaine pièce que je pourrais sortir. Après, on a énormément de demandes. Il y en a très peu qui vont au bout parce que je fais entre 10 et 15 pièces par an parce qu'en fait, un tableau prend à peu près 1 mois. Le dernier, celui qui est derrière nous, on est sur plus de 3 mois de travail. Donc en fait, je suis limité et la limite fait que en fait, le coût, tout le monde ne peut pas accéder à avoir un original. Par contre, derrière, on a développé toute une partie avec des éditions d'art qui sont limitées à 30 exemplaires, numérotés, signés, à la même taille que l'original, et une partie plus déco avec des tableaux qui sont en taille réduite, du moins des reproductions qui sont en taille réduite. Au niveau des reproductions, du coup, tu as un certain nombre de formats selon les budgets des personnes? Alors, on a 3 formats. On a le petit, le moyen, le grand, et assez loin du format original pour que les personnes qui achètent l'édition d'art en format original restent avec quelque chose d'assez unique et d'assez rare, quoi. Ouais, j'entends bien. Dans le choix, du coup, tu as quand même l'occasion de choisir, évidemment, les commandes que tu vas honorer. Qu'est-ce qui va conditionner une commande que tu choisis? Est-ce que c'est plutôt le prestige du commanditaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose par rapport au sujet qui va te toucher? En fait, je suis tiraillé entre ce que j'ai envie de faire et le côté marketing, ce qui pourrait permettre d'aller sur la marche supplémentaire, le rebond supplémentaire. Moi, j'aime travailler les visages, les animaux, parce que c'est dur, on va dire. Mais par contre, je trouve ça aussi génial de travailler pour des marques comme IWC, Tudor, Porsche et d'autres comme ça. Parce qu'en fait, ça nous emmène dans des aventures, ça nous fait voyager. On travaille pour une marque qui véhicule quelque chose, donc on est emmené par ce qu'ils véhiculent aussi. Ça nous permet en termes de communication aussi d'être associés avec eux et d'avoir des retombées sur d'autres marques qui viennent vers nous ou certains de leurs clients qui justement, eux, peuvent acquérir les œuvres et en fait nous contacter par ce biais-là. En fait. Donc, c'est vraiment en fait une balance. Tu vois, parfois tu te dis « Ah, j'ai vraiment envie de sortir de ça », donc tu le cales entre deux commandes. Mais après, c'est aussi cool d'avoir des commandes parce que tu sais que tu es booké pendant 1 mois, 2 mois ou un peu plus. Donc voilà, vraiment, c'est un jeu. Après, il y a des sujets que je ne vais pas travailler. Tu vois, tout ce qui commence à toucher à la politique, des choses comme ça, ce n'est pas des choses... Et puis après, voilà, on fait aussi attention de savoir pour qui on travaille. Après, voilà, c'est cool, tu vois, tu es contacté par des célébrités, des gens, tu vois, tu regardes un film le soir et puis pendant que tu regardes le film, tu reçois un message, tiens, j'adore ce que tu fais. Puis en fait, tu es en train de dire, moi, j'adore ce que je regarde à la télé. Tu vois, voilà, puis tu travailles pour des marques et tout, tu vois, c'est quand même... Et est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir un sujet que tu acceptes, mais tu n'es pas forcément hyper sûr de toi ou hyper convaincu du sujet d'abord, et en fait, en le faisant, tu te rends compte que tu t'éclates et que tu comprends plein de textures, plein de choses En fait, comme on dessine beaucoup avant, c'est toujours finalement moi qui vais choisir le sujet final. Donc en fait, réellement, toujours à la fin, on est toujours sur un truc qui m'anime ou qui m'intéresse en fait.
D'accord. Quand tu dis « on », c'est qui on ? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je travaille avec Mathéo qui m'a rejoint il y a 3 ans, qui s'occupe de toute la partie communication, toutes les réponses aux mails, les réseaux sociaux, hein, c'est lui qui gère. Et en fait, on dit « on » parce que on est un peu comme une équipe. Dès qu'on va quelque part, on est tous les deux. Dès que, voilà, je dis « on » parce qu'en fait, on est deux, quoi. On est une petite équipe. D'accord. Donc, tu as Mathéo qui travaille à temps plein en tant Exactement. qu'assistant. Voilà. Donc, lui, il a commencé en stage. Et puis après en alternance, et puis en fait comme ça a bien matché, qu'il y bossait, du moins ça répondait à ce que j'avais, et puis que lui il avait l'air d'être content, go, on est parti à l'étape suivante, et puis voilà, maintenant il est... Est-ce que l'esprit d'équipe c'est quelque chose qui t'a animé dans le sport et qui t'anime encore maintenant ? Ouais, moi j'en ai besoin. Ouais. C'est vraiment un truc, tout seul profondément je m'ennuie. Ouais. J'ai besoin de partager. Tout à l'heure vous allez voir Maxime, Schima. On ne fait pas la même chose, on ne travaille pas dans le même atelier, mais j'ai l'impression qu'on est collègues parce qu'en fait, si on s'est tous les jours au téléphone, c'est le minimum, tu vois, c'est vraiment... Ah oui. Tiens, qu'est-ce que tu penses ? J'ai été l'interview, tiens, bah, tu vois, justement, ils se retrouvent à vous rencontrer justement parce que tu vois, tiens, va les voir aussi, puis toi, tu es passé dans tel média, et puis... Je travaille avec telle galerie, tiens, je parle de toi. Moi, je travaille avec telle marque. Un petit peu de cooptation. Non, mais voilà, non, mais c'est ça. Et vraiment, vraiment en esprit d'équipe. Et en fait, c'est là-dessus aussi où ça a bien matché, c'est que on le fait naturellement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une fois où il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te propose quelque chose et que tu dises « Ouais, mais attends, parce que moi, j'ai un gars avec moi aussi, si ça t'intéresse. » Tu vois, on est vraiment... Et on a un truc à partager, tu vois. Puis quand tu vas installer ton expo... T'es 2 ou 3 si Mathéo vient. Même pour la motivation, pas juste... il y a le fun, il y a la motivation. Puis je trouve qu'il y a quelque part une sorte de... Pas de légitimité, mais de se sentir appartenir en fait à quelque chose, quoi, un milieu commun. On a rigolé parce qu'en fait, on s'est dit, tiens, Noël est passé, mais on s'est dit, t'as vu, toutes les boîtes, elles font des repas de Noël. Tiens, il faut que nous, on aille au restaurant et qu'on se fasse notre repas de Noël. Je voulais faire ça avec plusieurs autres artistes dijonnais, mais en fait, le temps est passé et ça ne s'est pas fait. Mais tu vois, dès qu'à Dijon, il y a des expos, il y a un collectif d'artistes qui s'appelle ArtGo, que vous pouvez aller voir. Pareil, dès qu'ils ont des expos, on va les voir. Dès que nous, on expose, ils viennent nous voir. Tu vois, on essaye d'avoir un sentiment de communauté. Ouais, c'est ça. On essaye déjà, on essaye de se soutenir. Puis ça nous permet d'échanger, pareil, en disant, tiens, lui, il a fait ça, moi, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, tout dans la bienveillance et dans le... On ne fait pas la même chose, on ne se marche pas sur les pieds. Ouais, voilà, non, c'est ça. Et puis, Oui, parce que c'est ce qui s'est passé, je te le cache pas et tu le sais, hein, avec l'interview qu'on fait aujourd'hui, c'est que toi, tu m'as tout de suite parlé, c'est toi que j'ai contacté en premier. Pourquoi ? Parce que Lego, tout simplement. Et tout de suite, il y a eu l'aspect Dijon. Bon, donc, on est passé de Lego à Dijon et il y a Schima, il y a Véronique qui viennent se greffer dans tout ça. Et je me demandais, même si maintenant je le sais, Maxime, qui est aussi un artiste dijonnais, qui n'est pas une grande ville, Dijon, il n'y a pas tant d'artistes que ça. Il a aussi une très grande communauté en ligne, donc là, sur les réseaux sociaux. Je me demandais comment vous vous êtes connus, comment tu l'as contacté, comment il t'a contacté. Je ne sais pas si je dois dire la vérité. D'accord. Non, je rigole. D'accord. Non, en fait, on s'est rencontrés pendant le Covid parce que Dijon avait mis en place un mouvement qui s'appelait Œuvres en vitrine, qui permettait aux gens qui allaient se promener dans la ville de pouvoir voir des expositions en centre-ville de Dijon dans toutes les vitrines qui n'étaient pas occupées. Et en fait, on s'est retrouvés à être dans la même vitrine, quelques médias qui viennent. Donc en fait, tu vois, tu passes 1 heure sur place à se connecter un peu sur les réseaux sociaux, à papoter. Il a mis très longtemps à bien vouloir me répondre et me regarder parce que c'était le grand artiste dijonnais. Non, mais c'était le grand artiste dijonnais local, ça l'est toujours. Hein. C'est le numéro 1 après Ming. Je ne sais pas si tu connais Ming, mais voilà. À Dijon, il est vraiment très connu, très réputé. Tu vois, je pense que tu vas manger chez quelqu'un. Une fois sur 2, tu as un tableau, une reproduction chez les gens. D'accord. Et puis après, voilà, on a commencé à connecter. Il avait beaucoup plus d'avance sur moi déjà en termes de temporalité, puis en termes de prix, en termes de travail, tout ça. Donc j'ai appris un petit peu en regardant ce qu'il faisait. Puis après, on s'est rattrapé. Et puis après, on ne s'est pas lâché, on s'est soutenu. J'ai travaillé avec un agent à Lille, je l'ai emmené directement. Il a eu des connexions à Paris, il m'a emmené. Un média là, il a des très bons contacts sur certains médias dijonnais.
c'est lui qui m'a mis en relation. Tu vois, vraiment, on essaye de se... Et humainement, c'est quelque chose qui a matché. Vous avez un peu les mêmes valeurs, tu estimes? Manière de travailler? C'est marrant parce qu'on n'est pas de la même génération. Donc lui, vraiment, au niveau com, au niveau réseaux sociaux, tout ça, tu vois, moi, c'est des trucs, je ne suis pas trop dedans. Heureusement que j'ai Mathéo, et puis lui qui en parle. Et puis moi, j'ai une connexion, du moins moi, je suis un peu plus âgé, tu vois, des enfants, des trucs comme ça. Donc lui, avec moi, il a d'autres discussions. Tu vois, on se donne un peu des tips sur là où on en est, et ça nous fait un peu avancer tous les deux, quoi. Ouais, d'accord. C'est intéressant et c'est très bien de pouvoir vous rencontrer tous les deux. Je ne connaissais pas du tout le travail de Schema. Je pense que tu commences à avoir une belle carrière déjà, même si c'est peu de temps. Tu es aussi un jeune artiste, ce que je disais à Véronique. Oui. Finalement, on a beau pas être tout jeune, nous sommes des jeunes artistes par rapport à notre pratique. Et je pense que tu as déjà pas mal eu de belles rencontres, de beaux moments. Je me demandais s'il y avait un moment artistique pour toi qui sortait du lot et qui t'a vraiment touché, une rencontre ou autre. Alors ça sort un peu de l'art, c'est par le vecteur de l'art, mais tu vois, on a travaillé pour Miles Turner, qui est un joueur de NBA. Et en fait, dans l'été, on a appris que son équipe venait faire le match de NBA qui était à Paris. Là, on s'est recontacté en disant est-ce qu'on peut décaler la livraison de 3 mois, et en fait, on est descendus tous les trois avec Mathéo et Schema, tu vois. Et en fait, on s'est retrouvés là-bas dans leur hôtel. On a passé 1 heure ensemble pour lui présenter le tableau. Excellent. Avant de le ramener à Dijon et de le renvoyer. Donc, tu vois, ça, c'est une belle connexion. Travailler pour des marques comme IWC, pouvoir aller à Copenhague. Et en fait, ils ont ouvert une boutique au centre-ville de Copenhague. Et comme la brique est danoise, ils cherchaient un lien entre l'horlogerie et la brique. Et donc, en fait, ils m'ont permis de faire le plus grand tableau que j'ai fait au début, qui faisait 1,90 m, pour que ce soit en vitrine. Purée. Puis, grâce à eux, en fait, le premier tableau, ils nous l'ont renvoyé pour qu'on l'encadre, qu'on le restaure, et on l'a envoyé à Dubaï. Il s'est retrouvé au mall à Dubaï. Ils nous ont commandé une deuxième œuvre pour mettre en vitrine. Donc, en fait, si tu veux, on a commencé à voyager, tracer un petit peu partout. Après, on a travaillé pour Tudor. On s'est retrouvé au siège de Rolex, puis Tudor. Tu vois, on voyage et c'est génial. Là, on va travailler sûrement pour d'autres horlogers. Et puis après, tu as toutes les célébrités qui viennent te contacter sur les réseaux sociaux et tu te dis, c'est dingue. Tu vois, lui, tu regardais son film quand tu étais jeune et aujourd'hui, il t'envoie un message. Ce chanteur, t'écoutes sa musique. Un exemple disciple, là, le dernier qui nous a contacté, malheureusement, ça s'est pas fait parce qu'en termes de temps, il était pressé. C'était Spike Lee. Moi, j'ai trouvé ça. Non, mais si tu veux, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Après, tu as des. Avec en plus notre génération. Aussi, non, mais vraiment, tu vois. C'est quelqu'un qui a bercé notre enfance, voilà, notre adolescence. Et tu vois, moi, j'ai trouvé ça. Tu vois, quand tu ouvres le truc, tu. Regarde, c'est vraiment lui qui m'écrit, t'es sûr? Et puis avec le basket. Non, puis voilà. Alors après, tu vois, derrière il y a Jordan, donc. Et puis. Spike Lee, ça me fait penser au basket. Non, mais voilà, c'est ça. Et puis tu as des objectifs, tu vois. Tu sais que par exemple un gars comme Pharrell, il adore le monde Lego, tu vois. Et tu te dis. Pharrell Williams. Ouais, voilà. D'accord. Et tu te dis. Faudrait qu'on arrive un jour à connecter, tu vois. Et parfois, tu échanges avec des gens qui sont à un texto de pouvoir lui dire, mais tu ne demandes pas aux gens, tiens, envoie-lui un message. C'est premier niveau, deuxième niveau. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis voilà, après, tu as des gens du cinéma, tu as des gens de. Voilà, tu as plein de. Tu vois, des gens du monde du foot. Là, on devrait travailler pour un club de foot d'ici la fin de l'année. Donc, tu vois, des choses comme ça, ça peut être super sympa, quoi. Ah, c'est beaucoup de connexions au sport, hein, quand même. Hein. Ouais, après, moi, ça me parle. Voilà. Moi, ça me parle. Si, tu vois, on a été contacté par le tournoi Destination qui voulait faire quelque chose. On a été contacté par la Coupe de France pour la Coupe de France de football. Après, tout va toujours pas au bout parce qu'il y a toujours des histoires de coups. Et puis, ils t'appellent pour te dire c'est pour dans 3 semaines. Sauf que, tu vois, quand tu as un an de délai, là, tu peux caler pour dans 6 mois, tu vois, et t'arranger avec un ou deux de tes clients, mais pour dans 3 semaines, c'est impossible. Mais voilà, franchement, des petites histoires comme ça, des petites anecdotes, franchement, on en a plein qui arrivent 1 ou 2 fois par mois. Et franchement, ça fait délirer. Tu vois, tu es là, tu es posé, on est autour du bureau, on se dit... Non mais regarde, vraiment, il nous a écrit. Tu vois, genre, t'as vu son film la semaine dernière. Merci la mondialisation. Tu vois, t'as la musique qui passe, t'as sa musique qui passe, et tu sais, t'es en train de dire, regarde, viens, on lui répond maintenant, c'est avec sa musique, tu vois, c'est assez marrant quand même comme truc. Tu vois, c'est des trucs qui sont, ça, voilà, c'est justement le truc d'Instagram, des réseaux sociaux, qui fait que tu te retrouves dans des connexions improbables. Non, mais vraiment, c'est marrant, c'est dingue, quoi. Ah, c'est cool.
Donc on a beaucoup parlé des commandes que tu peux honorer, Dieu merci, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres projets, d'autres commandes que tu aimerais pouvoir honorer pour faire plus d'heureux finalement, et est-ce que tu ne trouverais pas des solutions pour ça? Alors si, justement, parce qu'en fait on a beaucoup de demandes autour des logos d'entreprise. Et c'est vrai que faisant entre 10 et 15 tableaux par an, artistiquement, c'est pas fou de mettre un logo. Donc en fait, on est en train de développer une autre branche qui s'appelle Pixel Lab, qui est un autre site, un autre compte Instagram à côté. Et en fait, dessus, on est en train de travailler justement sur 4 finitions possibles pour pouvoir faire les logos. Voilà, faire les logos et pouvoir répondre à cette demande. Donc en fait, il y a moins de volume, moins de choses comme ça pour justement diversifier la partie artistique et la partie des logos. Et dans cette deuxième partie aussi de Pixel Lab, c'est qu'on a développé, de par des demandes qu'on a eues et de par des soirées, et des organisations comme ça, tu vois, on est parti bosser pour le Club Med, on est parti à Marrakech pendant une semaine. On a bossé pour une course féminine. Et c'est appelé le Pop in the City. Et en fait, on fait des tableaux collaboratifs. Donc en fait, les personnes ont une petite fiche. Ils ont une petite plaque de 8 par 8 à faire. Et puis après, ils viennent la mettre sur un grand cadre. Et puis à la fin, chacun participe à une image, une grande image. Donc voilà, c'est les trucs qu'on essaye de développer un petit peu en parallèle de la partie artistique. En fait, on sert de ce qu'on sait faire dans la partie artistique. Un genre d'atelier du Père Noël. Ouais, exactement. Voilà, tu vois, on arrive à faire des ateliers, on arrive à faire des choses comme ça, réunir du monde. Et justement, grâce à ça, en fait, on avait fait une exposition avec Maxime où ça permettait de mettre du lien et à garder les gens sur place parce que justement, ils participaient à ça. Ça crée de l'engouement autour de ce que tu fais. Et puis, une fois de plus, une team encore plus grande. Non, c'est ça. Puis voilà, ça, c'est des choses aussi qui vont nous permettre de voyager. Le premier truc qu'on a fait, c'était Club Med de Marrakech. C'était quand même plutôt cool comme destination. Je le connais. Et Pixel Lab, comment ça s'écrit cette deuxième page en 2 mots? C'est Pixel avec un trait du bas et puis Labs à côté. Mais je pense que si tu tapes sur Instagram, tu vas le trouver directement. Ok, c'est noté. Et pour 2026, là c'est déjà un petit peu avancé, est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur là, Ouais, on est très très bien avancé avec une marque d'horlogerie où ils veulent là qu'on travaille directement sur une montre. D'accord. Et franchement, ça serait vraiment, vraiment trop cool que ça aille au bout parce que en fait, on sortirait du tableau. Même si on aurait toujours une partie support avec le tableau, mais on sortirait du tableau et on toucherait à autre chose. Tu vois, j'adore le monde de la basket. J'aurais aimé travailler un peu, tu vois, tu as envie de créer autour de la basket. L'horlogerie, ça me plaît beaucoup. Tu vois, les fringues, les trucs comme ça. On a une très grande montre à faire où ça peut être super sympa. On va travailler sur une Rolex très colorée. Quelle taille, quand tu dis Elle va faire 2 mètres de haut. Du coup, c'est un truc que je voulais te demander aussi. Ta plus grande pièce à ce jour, c'est quelle taille? Elle est derrière toi, elle fait 2 mètres par 2 mètres. D'accord. Et donc, voilà, c'est un tableau de Basquiat qui devrait partir en Belgique. Et tu auras combien de briques dessus? Ah, aucune idée. Je ne sais pas. En termes de pixels, on est à beaucoup. Ça, souvent, je le calcule à la fin, une fois que c'est fini. Je me demandais si tu avais un comptage de pièces, tu vois. Ah non, comptage de pièces, non. Ouais, voilà. Non, parce que, tu vois, ce serait trop long. Déjà que, par exemple, ce qui prend du temps par rapport à quelqu'un qui fait des Legos, c'est que lui, il va faire un mouvement pour assembler sa brique et moi, je vais faire 2 mouvements parce que je les colle. Je pose mon point de colle et après, je les assemble. Donc, tu vois, je suis en... Donc si en plus je devais mettre une petite note à chaque fois avec le nombre de pièces, non, ce serait impossible. Mais ce que je sais, c'est à peu près en nombre de pixels ce que j'ai. Donc souvent, le nombre de pixels retombe à 80-90% de pièces. Parce que parfois, on a des aplats de couleurs qui vont faire que tu prends 6 pixels d'un coup. Et puis parfois, sur un pixel, tu vas avoir 3 pièces l'une sur l'autre. Ouais, d'accord. Ouais, j'entends. Et d'autres projets à plus long terme, est-ce que tu as un projet dont tu rêves, par exemple? Bah justement, si Pharrell m'entend, qu'il me fasse un texto. Et, Pour 2028. Ah bah s'il veut m'appeler, je suis dispo pour 2028. Bon bah c'est super. Ça donne déjà pas mal de détails sur ton travail. Moi, je voulais aller au-delà justement de ce qu'on voit. Je voulais savoir qui tu étais, qui est ton parcours. Et ça me fait super plaisir d'avoir pu échanger avec toi.
Bah, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Dijon et puis d'avoir rencontré d'autres artistes de la scène dijonnaise. Et puis tu vois, c'était marrant parce que la première fois que je t'ai vu, c'était à la télé. Oui, bah, c'est la télé qui vient à toi. Non, mais voilà, non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que comme on est connecté par le Lego, tu vois, avec ton œil de jury, si tu dis j'aime bien, c'est cool. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est gentil. C'est beau. C'est gentil, c'est gentil. Et merci pour ça. Bah, merci et pour cette rencontre. Merci d'être venu jusque-là. Et merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Art Talk Show pour de nouvelles aventures, à Dijon ou ailleurs.